Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christopher Guérin, directeur général de Nexans. Bonjour. Bonjour David. Ça va? En pleine forme. Vous êtes un homme heureux, hein? Je dis ça parce que relever 2 fois dans l'année, entre juillet et ce matin, les objectifs de résultats, enfin les objectifs tout court d'ailleurs au sens large, ça n'arrive pas tous les 4 matins en général et encore moins dans l'histoire de Nexans avant que vous soyez aux commandes de cette belle maison. Oui, c'est vrai qu'avant, on les changeait, mais dans l'autre sens. Donc, on était habitué à des profit warnings négatifs, et là, en effet, on fait des profit warnings positifs. Donc, la tendance est forte et structurelle. Voilà, structurel, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir si on analyse évidemment trimestre après trimestre, sur le troisième trimestre, on a vraiment la même accélération, la même tendance, tout est au vert. Alors, on verra que tout n'est jamais totalement au vert évidemment, mais globalement, est-ce que déjà sur la tendance, le troisième trimestre est dans la même lignée que le premier semestre? Oui, pleinement, parce que ça accélère, c'est toujours pareil on est à peu près au même niveau, parce qu'on avait annoncé que la partie de l'électrification du groupe était à 16% à la fin du premier semestre, et là on est encore à 16% dans les 9 mois de l'année. Donc on est toujours sur une tendance très très forte. Après, c'est ce que je dis aussi aux analystes, il ne faut pas regarder trimestre après trimestre. Les fondamentaux de l'électrification durable sont en marche. On est parti pour 20 ans de méga investissements dans les infrastructures électriques. Donc les fondations sont très, très robustes. Il y a le basculement des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, il y a le renouvellement de tous les réseaux électriques. On va bientôt remplacer les pipelines de gaz par des interconnexions sous-marines pour aller chercher de l'énergie verte en Afrique, au Moyen-Orient pour l'amener en Europe. Et puis il y a l'électrification de notre quotidien. Donc oui, les fondamentaux sont très 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 robustes. Il peut y avoir la récession, mais c'est ce qui importe. La part de l'électrification sur l'ensemble du chiffre d'affaires du groupe, ça pèse combien aujourd'hui? C'est 70% du chiffre d'affaires. Donc, ouais, donc on a 70% du chiffre d'affaires qui est, je ne dis pas que c'est garanti, mais en tout cas qui va offrir de la croissance durable. Oui, et puis comme on va céder les activités qui sont non électrification, l'objectif... Je voulais qu'on en parle après de ça pour le coup. Mais voilà, donc l'objectif c'est de tendre vers 100% du chiffre d'affaires sur l'électrification durable. Et donc sur ces 70%, on est quasiment assuré d'avoir la croissance à 2 chiffres pour les prochaines années. Encore une fois, vous avez dit le mot, le R word, il faut jamais le prononcer, la récession. Même s'il y a récession, ça ne change rien, encore une fois, à la croissance du groupe. Oui, en fait, quand on reprend l'écosystème de l'électrification, de la génération d'électricité à la distribution et de l'utilisation de l'électricité, les tendances ne sont pas les mêmes. Enfin, les tendances, si, sont les mêmes sur le long terme, mais sur le court terme, il peut y avoir quelques points différenciants. Sur tout ce qui est génération d'électricité et transmission d'électricité, tout ce qu'on a engagé pour les fermes éoliennes en mer en termes de génération d'électricité sont signés jusqu'en 2024. Et on l'a pas dit, il faut du câble pour faire tout ça, on doit répéter à chaque fois. Voilà. Énormément de câbles pour relier en fait cette source d'énergie des fermes éoliennes en mer au réseau. Donc ça, c'est fondamental. Après, vous avez la transmission. Donc, en fait, le monde est en train de bâtir une sorte de l'Internet de l'énergie. L'interconnexion entre les régions du monde, les continents, sont nécessaires. Donc, c'est des longueurs de câbles, 1000 km, 2000 km de câbles en longueur sous-marine pour transiter l'énergie verte. Ça, c'est pareil. On a 20 milliards de pipelines de business devant nous. Donc, le carnet de commande est toujours aussi fourni. Aussi fourni. Là, on devrait finir l'année avec un backlog. Là, on est déjà un carnet de commandes qui est en hausse de 55%. Et on devrait finir avec un carnet de commandes qui va encore engranger à peu près 1 milliard, 1,5 milliard de commandes d'ici fin d'année. Ça va être le record historique de Nexans depuis sa création. Après, vous avez la distribution d'électricité. Donc là, c'est les réseaux électriques des villes. Comme il y a eu un sous-investissement majeur dans beaucoup de régions du monde, notamment l'Europe et les États-Unis, 15 ans de sous-investissement, là il faut accélérer le renouvellement des réseaux pour éviter des coupures de courant, des blackouts dans les villes. Donc là il y a une très très forte demande, on a une demande à 2 chiffres, on a du mal nous à suivre à cette demande parce que ce qui n'a pas été fait en 15 ans doit être fait en 5 ans. Demande de la part des collectivités ou des opérateurs? Des opérateurs. Ouais. Et dans tous les pays. Donc là, on a du mal à suivre la demande. Et ça, généralement, c'est un secteur qui est assez résilient. Quand il y avait eu la crise économique en 2009, le secteur était assez résilient. Le secteur qui peut souffrir, c'est tout ce qui est lié à la construction. Voilà. Alors, si on a un credit crunch l'année prochaine, credit crunch. Clairement, c'est le secteur qui peut souffrir. Donc ça, nous, c'est un peu le secteur sur lequel on met... Et ça pèse combien? Beaucoup. C'est à peu près 2 milliards sur les 7 milliards. 1,5 milliard, à peu près. Donc voilà, donc au global, récession ou pas, Nexans restera en croissance au global. On restera en croissance, mais moi, vous me connaissez David, c'est un peu ma bagarre avec les analystes, il y a croissance et croissance. Moi, ce que je veux, c'est
une croissance par la valeur plus que le volume. Là, ce qui est important de noter, c'est que dans les 16% de croissance, 90% de cette croissance est faite par de la valeur, c'est-à-dire l'augmentation d'offres de services, de solutions, de l'innovation. Travailler également le mix de nos clients et de nos produits. Et sur le volume, c'est intéressant le volume aussi. Parce que le volume, ça permet de voir la réalité, alors qu'avec l'inflation, on peut gonfler un chiffre d'affaires en valeur, alors qu'en termes de quantité, il y a moins de ventes. Oui, mais dans notre secteur, tout n'est pas égal. Et vous avez du bon volume, du bon cholestérol, du mauvais cholestérol. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez remplir votre usine de volume, mais pas générer le free cash flow que vous aviez en target. Donc il faut être hyper sélectif. Et pourquoi je pousse plus sur la valeur déjà? Parce que, vous le savez, j'ai une connexion très forte entre les objectifs économiques et environnementaux. Donc il y a une forme de sobriété dans notre croissance. Faites attention de ne pas aller chercher de la croissance en volume à tout prix qui vous mettrait à mal sur nos targets d'émissions de CO2. Vous refusez du business? On capte, on plafonne parfois des business. Par exemple, au Maroc, on est sur des taux de croissance de 4%, mais je pourrais aller à 8, 9. Mais on plafonne. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore au niveau de nos targets environnementaux sur le Maroc. Un petit mot donc de la branche télécom et données et autres activités. C'est pour le coup, j'ai vu là pour le coup on est en baisse, mais c'est voulu ou pas, notamment sur les autres activités qui ont vocation à être réduites? Non, il n'y a rien qui est voulu en termes de baisse de carnet de commandes. En fait, parce qu'il y a 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires qui est en décroissance aujourd'hui. Oui, qui est en décroissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une activité de câbles sous-marins télécom qui actuellement est en support très fort de l'activité sous-marine électrique. Parce qu'on fait rentrer la fibre optique également dans nos gros câbles d'énergie électrique pour des questions de surveillance de réseau, notamment avec tout ce qui se passe sous les mers. Donc on est en train d'apper une partie de leur production pour une demande interne. Donc ça ne se voit pas dans le carnet de commandes, mais cette activité tourne à plein pot. Je l'avais oublié, mais Nexans, sur le marché américain, c'est 60% de part de marché. Sur les fermes éoliennes en mer, ouais. Oui, pardon, il faut être précis. C'est ça, ouais. Non, mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est parce que vous avez l'usine sur place. Et comme ils veulent, dans les appels d'offres, j'imagine, une production américaine, vous en bénéficiez à plein. Oui, et puis le plan Biden, enfin l'Inflation Act, nous est très favorable également, va certainement nous être très favorable d'un point de vue taxation dans les prochaines années, et joue à plein le contenu local. C'est vrai que j'ai été assez bluffé. On était à la Climate Week de New York, qui est la grande messe de développement durable américaine. Ouais. Alors, on avait Nexans partout, quoi. Donc Cocorico, pour une fois qu'il y a une société française. D'ailleurs, c'est toute la filière électrique française qui se porte bien. Les Schneider Electric, les Legrand, les Rexel, les Sonepar, toutes ces sociétés se portent extrêmement bien sur la scène internationale. Mais le fait d'avoir une usine qui se trouve, je ne sais plus où... À Charleston, en Caroline du Sud. Ouais. Voilà. C'est ce qui explique le succès. C'est évident, enfin, c'est très compréhensible. Vous voulez un produit qui a été pensé par des Américains, fabriqué par des Américains et livré par des Américains pour des fermes éoliennes en mer, il n'y a que Nexans. Donc bim, on en profite. Un petit mot des approvisionnements en matières premières. Où est-ce que c'est compliqué? Où est-ce qu'il y a de la pénurie? Où est-ce que ça coûte plus cher? Je dis ça, mais le cuivre en même temps a beaucoup baissé. Le cours du cuivre a un peu baissé, un peu beaucoup. Oui. Depuis le point haut du mois de mars, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Alors, faut le voir. Le cuivre, il faut le voir par rapport à l'économie chinoise. Parce que la Chine pompe en moyenne 60% du besoin cuivre mondial. Et quand vous regardez le plan de neutralité carbone de la Chine, ça va consommer énormément de cuivre. Donc les prix vont repartir à la hausse. Mais pour l'instant, comme la Chine a ralenti du fait de la stratégie zéro Covid, ça se détend. Ça se détend parce que la demande chinoise est très faible, donc il y a moins de tension sur le cuivre. Par contre, ce qu'on n'avait pas prévu, et c'est vrai que manager une société aujourd'hui dans un monde un peu en permacrise, là, la crise géopolitique crée énormément de tension sur l'aluminium. Et ça, on ne l'avait pas prévu du tout. Pourquoi? Parce que l'aluminium est un concentré technologique très compliqué, beaucoup plus que le cuivre, qui est une pure extraction dans les mines. L'aluminium, on extrait de la bauxite, on en fait une poudre qui s'appelle l'alumina, qui est essentiellement produite en Russie et en Ukraine, parce que l'Europe n'en voulait plus pour des questions de régulation environnementale. Et la transformation de cette poudre en aluminium est énormément énergivore. Et on a beaucoup de nos fournisseurs qui réduisent de 50% de leur capacité. Comment vous avez fait alors? À cause du coût de l'énergie. Comment vous avez fait? Aujourd'hui, vous approvisionnez en aluminium? Un peu de partout dans le monde actuellement. Parce que là, l'Europe est en train de réduire ses capacités à cause du coût de l'énergie. Donc on est en train de regarder le Moyen-Orient, on est en train de regarder les États-Unis. Donc on est dans des tensions logistiques beaucoup plus importantes. Ou c'est juste une histoire de réallocation de ces fournisseurs? Non, on paye plus cher. On paye plus cher.
Qu'est-ce qu'on paye plus cher aujourd'hui chez Nexans en termes d'intrants? On met de côté les salaires, on en parlera après, les salaires sur les coûts de production. Toutes les matières premières sont en hausse. Hein. Pas le cuivre pour le coup. Non, pas le cuivre, mais dans ce qui vous est utile, à part le cuivre et l'aluminium. Toutes les matières premières chimiques sont en hausse entre 5 et 15%. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on indexe tous nos contrats par rapport à ces hausses. Donc on a toujours des systèmes de pass-through. Vous répercutez ça à 100% chez les clients. À 100%. Ils ne bronchent pas. Ceux qui bronchent, il y en a qui bronchent, on ne les sert pas. Ce que je veux dire, c'est que nous on ne peut pas payer, les hausses des métaux quand ils vont arriver. On ne peut pas spéculer, nous, sur le cuivre ni sur l'aluminium. Et on est obligé de répercuter. On n'est pas non plus un secteur qui est hyper riche. Donc, le seul sujet qu'on ne va pas répercuter, on va en parler, c'est tout ce qui est main-d'œuvre et énergie, c'est sûr. Bon, en tout cas, sur le reste, donc les marges sont protégées d'un peu de ce point de vue-là, puisque tous les intrants, en termes de production, sont répercutés. Oui, et puis surtout, on est hyper sélectif sur le choix des clients, le choix des projets, le choix des produits, pour être vraiment tourné sur la valeur. C'est un grand luxe, ça, Christopher. Non, je pense que c'est pas une question de grand luxe. Non, je pense être sélectif. Oui, alors c'est sûr, il faut avoir les marchés. Alors l'avantage d'avoir un marché qui est un peu en plein boom fait que vous avez ce luxe d'être sélectif sur vos clients et vos projets. Quid des salaires? Il faut en parler. On a en France 6% d'inflation, bien plus ailleurs. Vous n'avez pas des salariés qu'en France. Quelle réponse Nexans apporte à ses collaborateurs? J'ai vu passer une prime de partage entre 750 et 1750 euros. Mais comme je dis souvent, on ne décroche pas un crédit immobilier ou un crédit à la conso avec une prime. Non, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il y avait aussi une demande de nos salariés d'un support immédiat et important. Et pour les 1750 euros pour les plus bas salaires, c'est un mois de salaire qu'ils ont touché net au mois de septembre. Donc il y avait aussi un besoin d'arriver très vite avec une solution. Après, on est obligé de rouvrir nos négociations. Vous les avez anticipées? D'ici fin d'année, ce qu'on appelle les NAO. Ce qu'on avait fait d'habitude, ce qu'on faisait beaucoup entre janvier et mars, il faut qu'on les anticipe dès le mois de décembre. Bon, je crois que c'est le cabinet, le groupe Alixio qui a fait une étude qui montre que sur les organisations de plus de 50 salariés, la moyenne des augmentations salariales devrait être l'an prochain autour de 4,3%. Vous ferez tout pour être dans les bons élèves? C'est toujours le fruit le dialogue social chez Nexans est très positif. Il n'y a rien de parfait, mais il est très positif. Nous, ce qu'on voit, c'est que il y a la rareté des matières premières qui va être un sujet, mais il y a la rareté des talents. Et dans nos usines, on est bourré de talents. Donc nous, on ne veut pas voir partir nos opérateurs, nos opératrices de production, tous nos superviseurs. Donc on fera ce qu'il faut pour conserver nos talents et tout en étant compétitif. Donc je pense que vous regardez la prime moyenne qu'on a fait au mois de septembre, elle est significative pour un acteur de notre taille sur la France. Mais vous comptez faire un effort sur les augmentations de salaire? Mais bien sûr. Bien sûr. On a toujours été au rendez-vous là-dessus, donc même quand il n'y avait pas d'inflation. Bon, j'ai commencé, Christopher Guérin, cet entretien en vous disant que vous étiez un homme heureux. Pas totalement, puisque quand on voit le cours de bourse aujourd'hui, on se dit, avec tout ce qu'on a dit, objectif relevé 2 fois cette année, etc., tout va bien, les carnets de commandes, la croissance à 2 chiffres, le cours de bourse perd aujourd'hui 3%. Oui, ça, il y en a beaucoup qui ont titré prise de bénéfices. Hein. Donc hier, on était à 101. C'est le record historique de Nexans. Oui, il faut dire que depuis le début de l'année, 15% de hausse pour le cours de l'action, là où le SBF 120 est à moins 15. Voilà, on voit le différentiel de 30 points. J'aurais dû le dire d'ailleurs dès le départ. Hein. Ouais, merci. Ouais. Non, mais vous voyez sur la filière industrielle. Donc pas de déception aujourd'hui. Vous n'êtes pas déçu en tant que patron quand vous dites là, je sors des super résultats et je me prends un moins 3? Je ne réagis pas au cours de bourse tous les jours. Hein. Non plus. Moi, ce que je vois, c'est les tendances de fond à 6 mois et à 9 mois. C'est sûr que si le cours de bourse se cassait la figure de 25% au bout de 9 mois, là, il y aura un problème de communication. Non, nous, ce qu'on voit, c'est que sur la partie flottante de notre actionnariat, on a maintenant 38% de fonds américains. On part de zéro. Et je reviens d'une tournée américaine, on était à San Francisco, on était à New York et Chicago, mais la demande, elle est phénoménale. Quasiment la moitié du flottant est entre les mains un peu moins de fonds d'investisseurs américains. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ressentent encore plus. Nous, on voit l'électrification comme une crise aujourd'hui, c'est la crise énergétique. Eux, ils la voient plutôt comme une opportunité, déjà parce qu'ils n'ont pas la crise géopolitique qu'on a actuellement en Europe. Donc ils sont moins touchés, et ils parlent de l'électrification tous les jours. Donc ce phénomène et il y a le plan Biden qui est monumental, c'est 2000 milliards d'investissements dans l'infrastructure électrique. Donc eux, ils voient très bien cette opportunité, cet effet d'aubaine
qui va coûter cher. Hein. Toute mutation coûte cher, mais du coup, il se positionne sur des acteurs comme Nexans qui sont fortement orientés sur la transition énergétique, qui la font d'ailleurs, qui font physiquement la transition énergétique, qui ne sont pas non plus exposés sur des méga projets, donc des méga risques, donc qui représentent en moyenne 20 ou 15% du projet global, mais qui sont critical, ce qu'il appelle critical chain, c'est-à-dire on est dans la chaîne critique pour que le projet se fasse. Si le projet ne se fait pas, c'est qu'il n'y a pas de câble actuellement. Donc c'est pour ça que Nexans est assez attractif. Pour voir le chemin parcouru, au pire du pire, Nexans c'était quoi, 800 millions d'euros de market cap, de capitalisation boursière. Oui. On est à 4,5 milliards aujourd'hui. 4,5 milliards, oui. On a créé 1 milliard de market cap par an. Oui. Voilà. Oui. Mais c'est le rétroviseur, ça. Hein, c'est bien ça. Oui, c'est génial. Maintenant, si on se projette. Ah bon, on va continuer. Ouais. 1 milliard de market cap par an, c'est l'objectif. C'est l'objectif, gagner 1 milliard de market cap par an. Oui, mais en fait, quelque part, on a un effet d'aubaine sur notre secteur qui arrive 2 fois par siècle. Hein. Les plus gros investissements dans l'infrastructure électrique ont démarré entre 1890 et 1910. C'était pour soutenir le démarrage de l'électricité. Après, c'était l'après-guerre, 1950-1970. On rentre dans une tranche équivalente de l'après-guerre en termes de demande d'infrastructure, à cause de ce mouvement vers les énergies renouvelables, l'Internet de l'énergie que le monde est en train de bâtir et l'électrification de notre usage au quotidien. Quoi. Avec des embauches, on peut finir là-dessus aussi, ça ruisselle aussi jusqu'aux salariés, il y a beaucoup d'embauches qui sont prévues. Oui, bien sûr, oui, voilà. Et puis on est super attractif, parce qu'aujourd'hui, en 2018, on embauchait peu et on était peu attractif. Maintenant, on va embaucher plus et on est très attractif. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Nexans est dans une filière d'électrification durable. Et donc, ça attire beaucoup de jeunes talents aujourd'hui. Bon voilà, merci de passer nous voir. Christopher Guérin, directeur général de Nexans, géant français du câble, pour cette publication de résultats ce matin. Merci. Merci David. Bye.